bonjour ou bonsoir. Voici une vidéo qui traite de sujets très importants. Ils sont suffisamment graves pour qu'on s'y attarde des heures. Mais cette vidéo sera concise et suffisamment claire, je l'espère, pour aller droit au but. Nous avons divers problèmes. Le réchauffement climatique est un problème majeur et on voit de plus en plus de gens se mobiliser pour demander aux autorités de proposer une solution. Mais très souvent, personne n'a vraiment de solution. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, que voici. Mais elle ouvre beaucoup de questions également, des questions pratiques. Et c'est ceci qu'on va aborder maintenant. Le concept est très simple. Il y a un excès de gaz à effet de serre, dont la majorité est constituée de au moins un atome de carbone, comme le dioxyde de carbone, le méthane aussi. Il y en a trop dans l'atmosphère, déréglant le climat. Cette quantité, on la connaît. Donc fin 2018, on était presque à 900 gigatonnes de carbone, sous forme de dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Donc avec les rejets, on va approcher et dépasser les 900 bientôt si on n'y fait rien. En 1800, c'était autour de 600. La différence est donc bien de 300 gigatonnes de carbone, donc sous forme de gaz, qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Donc la question que j'ai abordée dans ma vidéo précédente, c'est comment faire pour diminuer. Je n'avais pas donné de chiffres, ici on va regarder de façon concrète et pratique. On voudrait résorber 300 gigatonnes de carbone, actuellement sous forme de gaz dans l'atmosphère, mais en faire quoi et comment? Eh bien, nous n'avons pas vraiment de solution technique, mais la nature, elle fait ça tout le temps. Tout ce que nous sommes, en tant qu'être vivant, humain, animal, végétal, bactéries, etc., est constitué en grande partie de carbone. C'est un atome, une substance essentielle pour toute la matière vivante. Et la totalité de ce carbone vient du dioxyde de carbone de l'atmosphère. C'est-à-dire que tout le carbone transite par des feuilles vertes qui pratiquent la photosynthèse. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. La matière vivante, donc qui comprend les arbres, avec leurs feuilles, leurs fruits, les graminées, tous les végétaux, les animaux, etc., ce qu'on appelle la biosphère, donc tout ce qui est vivant sur la planète, contient environ 2000 gigatonnes de carbone. Donc, pour résorber 300 gigatonnes, il faudrait qu'au lieu de 2000 gigatonnes dans la biosphère, on ait 2300. Donc, en augmentant la quantité d'êtres vivants et de la matière organique associée. Une plume, ce n'est pas vivant, mais ça contient quand même du carbone. C'est léger, bien sûr. Mais il y en a beaucoup. Donc, tout ce qui est vivant, toute la matière organique, devrait être augmenté seulement de 15%. Ce n'est pas énorme, 15%. Pour résorber totalement les gaz que nous avons émis en excès dans l'atmosphère depuis environ le début donc, de l'ère industrielle. Est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, tout ce qui est naturel comme habitat, comme milieu naturel, la forêt amazonienne, le Sahel, les savanes d'Afrique orientale, les semi-déserts du Botswana ou du Namibie, eh bien, quand ils sont à l'état naturel, il n'est pas question d'aller les détruire. On a un gros problème de biodiversité, on ne va pas détruire les habitats naturels. Par contre, nous exploitons une grande partie de la planète. Il y a beaucoup plus de surface exploitée que de surface naturelle sur cette planète. Donc, si on considère que la moitié de la surface terrestre devrait être consacrée à résorber le réchauffement climatique, ça voudrait dire que sur cette moitié, il faudrait augmenter de 30% la biomasse. Est-ce que c'est faisable? Eh bien oui, c'est faisable. Parce que nous avons beaucoup de place, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo précédente, c'est que nous avons toutes les prairies. Bon, donc je rappelle en 2 mots le principe expliqué dans la vidéo précédente.
on arrête d'élever des animaux, on consacre les immenses monocultures qui servent à nourrir le bétail, à nourrir les humains, et les prairies, on les consacre à résorber le réchauffement climatique et à sauver la biodiversité. Comment? Eh bien, en les laissant naturellement atteindre leur climax. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne touchez pas à une région, la nature va progressivement, via éventuellement de nombreuses étapes, des habitats de transition, des milieux de transition, atteindre un milieu qui est relativement stable et qui a comme caractéristique par rapport aux autres milieux, justement, de contenir le maximum de biomasse. Donc, si ces termes vous sont un peu étrangers, faisons simple. Pour la grande majorité des prairies artificielles, donc celles qui sont exploitées, je ne parle pas des milieux qui sont naturellement en prairie. Donc, les prairies artificielles, si on n'y touche pas, presque toutes vont se transformer naturellement en forêt. Ça peut prendre des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Mais c'est ce que la nature fabrique sans qu'on y touche. Bon. Il y a autre chose. Là où nous exploitons, parce qu'il faut continuer à manger. C'est pour ça que je parle de la moitié que l'on consacrerait à ces problèmes. Il faut qu'on continue à manger, mais on peut produire différemment. Parce que, actuellement, quand on industrialise, industrialiser, ça veut dire qu'on produit un maximum de ce que nous voulons, mais aussi qu'on produit un minimum de ce que nous ne voulons pas. L'exemple type, c'est les arbres fruitiers. Les arbres sont tout petits, mais ils produisent plein de fruits. Donc il y a très peu de biomasse, alors qu'un grand arbre, en vieux verger, comme on en voyait avant, sont constitués de vieux arbres fruitiers. Ils contiennent plein de biomasse. Ils ont des gros troncs, des grosses branches, etc. Mais pas seulement cette biomasse-là. Il y a aussi tous les animaux. Il y a plein de biodiversité dans un vieux verger. Il ne faut pas le pulvériser, bien sûr. Cette biomasse compte aussi. Ce n'est pas que les arbres. Donc si on décide de passer en mode de production respectueux de la santé, une pomme dans vieux verger bio haute tige est bien sûr bien plus saine qu'une pomme industrielle qui contient 40 pesticides. Je crois que je n'ai pas besoin de démontrer ça. Certains me diront on n'a pas la place. Mais on n'a pas la place à cause des élevages. Mais dans ma solution, on supprime les élevages. Et alors on a plein de place. Parce que l'élevage est l'activité humaine qui utilise le plus d'espace sur la planète, mais aussi celle qui en gaspille le plus. Donc on arrête ce gaspillage, on a la place pour nourrir tout le monde, il n'y a plus de famine, on peut manger local, ce n'est pas possible avec les élevages, on est obligé d'importer de la nourriture, etc. C'est possible en végétal, on peut nourrir tout le monde, et en plus on a de la place pour sauver la biodiversité et le climat. Donc la question, c'est maintenant comment est-ce qu'on fait concrètement si on libère cette surface, si on prend une décision collective, raisonnable, on va mettre fin au réchauffement climatique, on va mettre fin à l'extinction de masse en cours, et donc on va consacrer la moitié des surfaces que nous exploitons actuellement, on va les consacrer à ça. Comment faire en pratique? Eh bien, il n'y a rien à faire. La nature va le faire. La nature va le faire parce que c'est ce qu'elle veut. Et certains me disent, d'accord sur le principe, mais c'est trop lent. Et le problème de réchauffement climatique est urgent. Mais c'est trop lent parce qu'on ne voit pas ce que la nature essaye de faire. La nature, elle peut aller vite quand c'est urgent. Et pour qu'un milieu se développe rapidement, il faut qu'il y ait beaucoup d'individus. Il doit y avoir un maximum de densité. Plus il y a de plantes, plus il y a d'animaux, plus il y a d'insectes, etc. Plus l'écosystème est dynamique, plus il va évoluer rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que ça met autant de temps de transformer en désert en forêt. Parce que le sol du désert, si vous plantez un arbre, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il soit riche. Mais il va être enrichi par la végétation. Mais il n'y a pas de végétation, justement. Donc, si une région a été désertifiée artificiellement, alors que c'était une forêt, elle peut mettre même des milliers d'années avant de redevenir une forêt. Mais, heureusement, la plupart des régions ne sont pas dans un état pareil. Il y a de la végétation. Il y a des animaux. Ce ne sont pas les espèces d'origine, pas nécessairement. Mais ça n'a en fait aucune espèce d'importance. Parce que ce sont de toute façon des espèces provisoires, de milieux de transition.
On cite souvent comme espèces invasives des oiseaux comme la perruche à collier, l'ouette d'Égypte, l'ibis sacré. Vous notez que ce sont des oiseaux qui ne sont pas forestiers. Or, le climax chez nous est forestier, c'est-à-dire que dans nos plaines européennes, en France, en Belgique, si on touche à rien, il n'y a presque que de la forêt partout. Et c'est un milieu qui ne convient pas à ces espèces. Donc quand naturellement ces milieux seront reconstitués, les espèces invasives, enfin qu'on estime invasives aujourd'hui, auront disparu d'elles-mêmes. Mais elles auront participé au retour de ce climax, parce qu'en mangeant beaucoup, en produisant beaucoup de jeunes, elles nourrissent le sol, elles font circuler justement le carbone et les autres matières qui constituent la matière organique, et plus elles les font circuler vite, c'est typique des invasives, ils se reproduisent beaucoup, ils font beaucoup de jeunes, ils se reproduisent vite, eh bien ils dynamisent l'écosystème qui tend vers le climax. Un exemple que je vais développer un tout petit peu, mais qui est très important, c'est l'exemple de la chenille processionnaire. Il y a deux espèces de chenilles processionnaires chez nous, celle du pin et celle du chêne. Mais réfléchissons un petit peu une seconde à son travail. On a dit que pour avoir de la biomasse, il faut des feuilles. Ce sont les feuilles qui ont comme travail de prendre le dioxyde de carbone et d'en faire quelque chose d'utilisable par les autres espèces vivantes, directement ou indirectement. Donc, pour qu'un écosystème fonctionne, il faut des animaux qui mangent les feuilles. Or, on sait bien, il y a eu pas mal de démonstrations que les habitats qui contiennent le plus de biomasse, qui captent le plus de dioxyde de carbone, c'est la forêt. Et de fait, il y a beaucoup de feuilles. Et chez nous, quels sont les animaux qui mangent les feuilles? En Afrique, vous avez les colobes, qui sont des primates qui mangent des feuilles. En Amérique du Sud, il y a d'autres primates, mais vous avez par exemple des oiseaux, comme l'oatsin, qui est un oiseau qui mange des feuilles. Mais chez nous, il n'y a pas beaucoup de primates. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui mangent des feuilles. Il n'y en a quasiment pas. Quel est l'animal, quels sont les animaux qui vont manger les feuilles pour les transformer en quelque chose de comestible pour les oiseaux, pour les mammifères, pour tout l'écosystème en fait? Ce sont les insectes, en particulier les chenilles. Donc comprenez bien, s'il n'y a pas d'animaux pour manger les feuilles, donc chez nous les insectes, eh bien, vous n'allez pas avoir un écosystème qui est riche. Vous allez avoir un écosystème qui est pauvre. Or, malheureusement, il n'y a pas que les oiseaux qui diminuent. Maintenant, tout le monde sait que les oiseaux diminuent. Mais il y a aussi les insectes. Et c'est une catastrophe pour l'écosystème, pour plein de raisons. On parle souvent de la pollinisation. C'est un problème aussi. Mais ce n'est pas le seul. S'il n'y a plus d'insectes pour manger les feuilles, il n'y aura plus d'oiseaux. D'ailleurs, on peut se demander dans quel sens c'est en train de se passer. Les oiseaux diminuent pourquoi? En grande partie parce que les insectes diminuent. Les insectes, ce sont des milliers et des milliers et des milliers d'espèces. Mais qu'est-ce que fait l'homme quand il exploite tout, qui banalise les paysages? C'est ce qu'on fait. On plante les mêmes essences partout, les mêmes cultures, les mêmes techniques agricoles. Forcément, il y a quelques espèces qui vont en profiter et la majorité qui va diminuer. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ça l'extinction de masse. Il y a bien quelques animaux, quelques plantes qui survivent. Mais regardons un petit peu l'histoire des feuilles. Imaginez qu'il y ait... Alors, j'en sais rien, je n'ai pas été chercher, c'est pour l'explication, pour que ce soit très simple. Admettons qu'il y ait 1000 espèces qui mangent des feuilles. À mon avis, il y en a bien plus. Mais s'il y a 1000 espèces qui mangent des feuilles, chacune a droit à une certaine part. Et tout ça est bien équilibré dans les écosystèmes. Mais l'homme met des produits, il change les essences, qui ne conviennent peut-être pas à certaines espèces, des produits qui tuent d'autres espèces, etc. Et donc ces espèces diminuent ou disparaissent. Ça, je pense que vous le savez tous. Mais il y a toujours autant de feuilles. D'ailleurs, chez nous, en Belgique et en France en particulier, il n'y a pas moins de forêts. Il y en aura peut-être même plutôt plus, comparé à quelques années avant. Donc pourquoi les insectes disparaîtraient? Ce sont certains insectes qui disparaissent. Mais s'il n'y en a que 2-3 qui peuvent survivre, bien sûr, ce n'est pas aussi limité, mais admettons qu'il n'y ait que ces 2 chenilles processionnaires. Mais s'il y a 1000 espèces qui ont disparu, qui mangeaient des feuilles, il faut que les 2 espèces qui restent mangent autant de feuilles que les 1000 qui ont disparu. Sinon, forcément, on va appauvrir tout l'écosystème puisque les nutriments passent par elles. Donc, les chenilles processionnaires, que l'on accuse de tous les maux, elles ne sont pas en problème en soi.
Elles sont un problème superficiel peut-être pour nous, pour nos animaux domestiques, pour des histoires d'être urticantes, etc. Et ça, c'est en détail. Ce qui est vraiment important pour l'écosystème, pour le climat, pour la production de nourriture à travers le monde, etc., c'est le fait qu'il faut des insectes pour manger les feuilles, et toute cette diversité d'insectes mangeurs de feuilles disparaît à cause de nous, et la nature tente de se rabattre sur celles qui survivent. Et dans ce cas-ci, sont les chenilles processionnelles. Donc les chenilles processionnelles augmentent parallèlement à la disparition d'autres insectes qui faisaient leur travail. Si on ne les laisse pas vivre, ce sont des espèces exotiques ou des espèces locales bien adaptées qui vont augmenter leur population de façon significative pour essayer de combler tous les trous. Vous comprenez, dans une entreprise, s'il y a 100 postes différents, mais que vous virez 80 employés, ben les 20 qui restent, ils vont devoir faire le travail de 100. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, l'apparition ou le développement d'espèces, exotiques ou non, n'a aucune importance dans nos écosystèmes transformés. Ce n'est pas un problème en soi, au contraire, c'est la solution recherchée par la nature pour combler un vide que nous avons créé. Donc, on peut dire, oui, les espèces invasives tentent de résoudre les problèmes que nous créons, et leur seule présence, parce que par définition, si elles sont invasives, c'est qu'elles sont nombreuses, donc elles constituent beaucoup de biomasse, c'est toujours ça qui n'est pas dans l'atmosphère. Donc oui, les espèces invasives nous aident à lutter contre le réchauffement climatique. Alors, le problème, et j'y reviendrai parce que c'est un sujet excessivement important, mais relativement complexe, le problème qu'on me sort en général, c'est que ces espèces se développent au détriment des autres, ce qui n'est pas vrai, c'est les autres qui diminuent et qui laissent la place, alors qu'il y ait quelques interactions, certes, mais c'est très superficiel. Dans un milieu sain, les espèces adaptées ne sont pas impactées par l'introduction d'une nouvelle espèce, sauf sur certains milieux très sensibles, sur les petites îles, etc. Chez nous, la question ne devrait pas se poser. Bon. On me dit, oui, mais si les espèces indigènes disparaissent, eh bien, quand on va reconstituer finalement des écosystèmes sains, elles ne seront plus là. Ça, c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'elles disparaissent complètement. Mais on en est loin. On a des diminutions considérables, inquiétantes d'espèces. Si on met en place une solution telle que je propose et qu'on laisse les écosystèmes se développer, elles vont rapidement avoir des milieux naturels. Dans les années et les dizaines d'années qui arrivent, ces problèmes de diminution seront résolus. Il faut pour ça que les écosystèmes fassent leur travail, évoluent vers leur climax. Ces habitats de transition, comme le climax lui-même, accueilleront les espèces qui sont en diminution. Et pour que cette transition se fasse vite, il faut des êtres qui travaillent bien, qui sont bien adaptés, qui profitent des ressources, qui sont adaptés au climat actuel, dans tous les sens du terme, qui peuvent exploiter la nourriture qui est mise à disposition très souvent par nos activités, et ce sont justement ces espèces invasives qui sont la clé. Vous voyez, c'est un sujet très important, vaste, on a parcouru très rapidement, mais je compte bien vous proposer d'autres documents, des articles, ainsi que des autres vidéos, pour rendre les choses encore plus claires. On va tout de suite passer à la deuxième partie, qui va vous expliquer la même chose, avec plus de chiffres, avec des schémas, avec des sites internet, pour que vous ayez les preuves, que vous soyez totalement convaincus, et que vous ayez vraiment une compréhension fine de tout ce qui a été dit. Nous avons rappelé le cycle que fait le carbone entre l'atmosphère et la biosphère. Nous savons que le problème est que du carbone venant du sous-sol est envoyé dans l'atmosphère par nos activités. Cela implique une grosse augmentation des gaz qui contiennent du carbone dans l'atmosphère, et c'est ça qui déséquilibre le climat. La plupart des solutions que l'on lit dans la presse et proposées par les autorités, c'est diminuer ou arrêter les émissions de ces gaz. J'en parle peu parce que presque tout le monde en parle, mais évidemment je soutiens largement la nécessité de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre.
Ce que je dis, c'est que ça ne suffit pas, parce que les gaz qui sont déjà dans l'atmosphère ne vont pas disparaître comme par enchantement. Donc il faut une solution pour résorber ces gaz déjà présents dans l'atmosphère. Il y en a une, c'est d'augmenter la biosphère, c'est-à-dire d'augmenter la quantité d'êtres vivants, qui sont constitués en partie de carbone. Le cycle du carbone, que j'ai présenté de façon très simplifiée, peut être étudié sur Internet, y compris sur Wikipédia. Ce schéma est très bien, mais il est un petit peu dépassé au niveau de ces chiffres. Nous émettons plus que les 5 à 6 gigatonnes par an indiqués ici, et l'atmosphère contient déjà plus que les 750 gigatonnes indiquées. Mais pour le reste, par exemple la sédimentation et la fossilisation, nous donnent une idée des gaz carbonés que nous pourrions émettre sans déséquilibrer le système. Nous voyons que nous avons en excès d'environ 300 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Pour que ce carbone soit désormais contenu dans la biosphère, et donc disparaisse de l'atmosphère, et ainsi le problème du réchauffement climatique serait résolu, il faut une augmentation de 15% de la biomasse mondiale. Certains pays l'ont compris, ou en tout cas partiellement. Regardez, l'Australie veut planter 1 milliard d'arbres pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est bien, mais je préférais qu'on évite de planter. Il est mieux de laisser pousser la forêt ou le climax approprié que la nature choisit elle-même. Exemple typique en Australie, le pays est très désertique. Si on plante une forêt en plein désert, on va créer de très gros problèmes pour la biodiversité. D'autres pays ont compris le lien avec la viande. La Chine, par exemple, veut réduire de moitié sa consommation de viande pour lutter contre le changement climatique. Comme tout politicien qui se respecte, ce sont évidemment des demi-mesures. Justement, ici, c'est exactement une demi-mesure, puisqu'il faudrait réduire de 100%. Cela démontre simplement qu'il y a une prise de conscience sur le fond du problème. Les scientifiques, eux, ont évidemment moins de retard que les politiciens. Dans une étude importante publiée dans une grande revue scientifique, Nature, qui est reprise ici par un journal international bien connu de Guardian, on dit qu'il faut une réduction énorme de la viande pour éviter une catastrophe climatique. Vous voyez donc que beaucoup d'informations corroborent la théorie que je vous transmets. Toutefois, il y a des points essentiels qui sont trop souvent omis dans la littérature. Tout d'abord, ce détail absolument crucial, c'est que nous n'avons la place pour faire tout ceci que si on bannit les élevages. L'autre point concerne la différence entre planter et laisser pousser. Je vais approfondir un petit peu ce détail avant de terminer la vidéo. Tout d'abord, planter et laisser pousser, c'est une différence majeure pour la biodiversité. En laissant pousser les écosystèmes naturellement, la biodiversité va évidemment retrouver des couleurs très rapidement. Ensuite, il s'agit de comprendre que le cycle du carbone à l'intérieur de l'écosystème a intérêt à être rallongé au maximum, et justement, tout ce qui est plantation et élevage fait exactement le contraire. Wikipédia nous donne un schéma qui rappelle le cycle du carbone qui est dans la biosphère. C'est très simplifié et très court, puisque vous voyez, ça commence au niveau des plantes, puisque le carbone rentre bien par les feuilles, donc les plantes, dans l'écosystème, mais on ne voit aucune chaîne alimentaire, il est juste marqué animaux. C'est ce point-là qui est pourtant essentiel. Ensuite, d'une manière ou d'une autre, ça finit toujours dans le sol, où cette matière peut être décomposée, et dans la décomposition, il y a une partie qui est minéralisée, c'est-à-dire dont l'atome de carbone est extrait, et il s'en va sous forme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La boucle est alors bouclée.
Toutefois, si cette boucle est trop courte, eh bien, ce que nous proposons ne peut pas fonctionner. Ça ne suffira pas. Par exemple, s'il y avait juste des arbres et des décomposeurs, le cycle serait très court. Trop court. Mais dès qu'on y introduit des animaux, pas introduire dans le sens introduire artificiellement, ici dans le cycle, eh bien, ça peut tout changer. Parce que le carbone va être gardé très longtemps dans la chaîne alimentaire et tout le temps où il est en train de constituer des êtres vivants, il n'est évidemment pas dans l'atmosphère. La condition est donc d'avoir beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes vertes, mais aussi d'avoir beaucoup d'animaux qui mangent les feuilles et les plantes. Parce que si personne ne les mange, eh bien une fois que les plantes sont constituées, elles sont constituées d'une certaine quantité de carbone, certes, mais elles n'ont plus besoin d'en absorber beaucoup. C'est pour ça que les élevages ont un effet aussi négatif. C'est que le cycle est extrêmement court. On produit du végétal ou on met des animaux dans une prairie, le végétal est mangé et le cycle est déjà terminé. Imaginez simplement une petite population. Enfin, c'est une grande population, mais c'est une petite espèce. Une espèce parmi plus de 10 000 espèces d'oiseaux, la mésange charbonnière, dont la population mondiale est constituée d'environ 100 millions de couples. Une expérience que vous pouvez faire facilement si vous avez un nichoir dans votre jardin, c'est de compter, avec une caméra par exemple, combien de fois les mésanges charbonnières apportent des chenilles à leur progéniture au nid. Ça a été fait bien entendu, et ça peut atteindre les 1000 chenilles par jour. Donc même si on est prudent et qu'on compte 500 en moyenne, si tous les 100 millions de couples nichent en même temps, ce qui n'est pas le cas, mais c'est une simplification, on arrive à un ordre de grandeur de 50 milliards de chenilles par jour, mangées rien que par les mésanges charbonnières, alors que des centaines d'espèces d'oiseaux mangent des chenilles, et des mammifères, et des reptiles, et des amphibiens. Ce sont donc des centaines de milliards de chenilles qui sont mangées par jour, donc il faut des populations de milliards, de milliers de milliards. Et ces chenilles mangent des feuilles tout le temps. Donc imaginez la quantité de feuilles qui doit repousser constamment pour compenser ce qui a été mangé. Et c'est ça qui absorbe des grandes quantités, sans arrêt, de dioxyde de carbone. Et c'est pour ça que ces écosystèmes riches absorbent plus ces gaz à effet de serre que toute activité humaine. Voilà, on va terminer cette vidéo en parlant d'un site internet qui s'appelle climat.be qui appartient au gouvernement fédéral belge. C'est un bon site internet qui dit des choses très intéressantes et très vraies. Par exemple, qu'une bonne biodiversité, des bons écosystèmes fournissent des biens et services, je ne l'aurais pas présenté comme ça, mais on comprend ce que ça veut dire, qui atténuent les changements climatiques. C'est juste. Cette biodiversité est aussi menacée par les changements climatiques. C'est juste. Nous avons des rythmes de disparition à une cadence de 100 à 1000 fois supérieure à la normale. Tout ça est exact. Et le réchauffement climatique pourrait devenir la principale cause de disparition des espèces. Donc voilà un site qui a l'air bien fait. Voyons un petit peu si le problème des espèces invasives y est bien traité. Ils disent que les changements climatiques facilitent l'établissement de certaines espèces exotiques, importées ou progressant vers le nord. Donc on est bien d'accord. Jusque-là, c'est juste aussi. Il y a des espèces que nous avons importées accidentellement ou volontairement, le plus souvent accidentellement, qui profitent des changements climatiques. Ou d'autres qui arrivent naturellement parce que le climat change. Et elles sont susceptibles de devenir envahissantes, c'est-à-dire de se développer de manière incontrôlable. Incontrôlable par l'homme, sous-entendu. Aux dépens des espèces indigènes. Et c'est là que vient la petite erreur, mais qui change tout. C'est que les espèces indigènes diminuent. Qu'il y ait des espèces exotiques ou non n'est pas la question, ce n'est pas la cause. Les deux phénomènes ont la même cause, le changement des habitats et les changements climatiques. Étant donné leur capacité d'adaptation à des conditions climatiques très diverses, ce sont des espèces susceptibles de s'adapter plus facilement. Mais justement, c'est une qualité. Le fait de s'adapter plus facilement permet à l'écosystème
de ne pas être trop affectés par ces changements. Parce que sans ces espèces dynamiques, l'écosystème se mourrait de lui-même. L'écosystème, il a besoin d'une chaîne alimentaire qui est vive, qui est rapide, que justement tout ça fonctionne d'une bonne mécanique. Les espèces indigènes ne peuvent plus le faire parce que nous avons transformé les habitats et parce que le climat change et les pollutions, etc. Mais il existe sur Terre des espèces capables de le faire et c'est elles qui peuvent sauver les meubles. Donc voilà d'où vient l'erreur entre la pensée commune qui croit que les espèces invasives sont problématiques et la réalité qui est que ces espèces invasives, c'est une solution recherchée par la nature pour essayer de réparer nos erreurs. Nous devrions encourager la nature à réparer nos erreurs au lieu de l'en empêcher. C'est bien le message que j'espère que vous aurez retenu de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.